Les décos de Noël ont finalement disparu ici à Bangkok, Trompong. Pour les plus fidèles, vous avez reconnu effectivement Trompong. Alors, on va faire un petit tour de parc là, pour aborder donc, la première série sur l'identité française, identité thaïlandaise. On va faire des allers-retours, on va faire comme on peut. J'ai un peu réfléchi aujourd'hui donc, au premier sujet sur les dynasties royales. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que je ne vais pas pouvoir faire un cours d'histoire parce qu'il y en aurait beaucoup trop, il faudrait 1 heure. Et sur YouTube, déjà quand je dépasse 5 minutes, j'ai l'impression que les gens décrochent. C'est le monde dans lequel on vit. Et donc, déjà, si vous intéressez un peu l'histoire, je mettrai quelques liens en dessous, voilà. Moi, il y a des portraits des rois de France sur YouTube que j'ai tous regardés. Moi, je vais pas vous dire tout ce que j'ai visionné et lu sur l'histoire de France et de Thaïlande, mais pas mal. Et bon, je suis plus expert d'histoire de France parce que forcément en français, il y a plus de matériel. En Thaïlande, quand on s'intéresse à l'histoire de la Thaïlande, on trouve peu de choses en français, pas mal de choses en anglais, mais forcément en plus, il y a aussi moins d'héritage écrit, il y a moins de choses, c'est moins précis, mais pas mal quand même. On trouve quand même pas mal de trucs. Et donc, la Thaïlande, comme vous le savez sans doute, est une monarchie constitutionnelle depuis 1932, ça vous le saviez peut-être pas, en 1939, en tout cas 1932 c'était la fin de la monarchie absolue. 1932 c'est aussi la naissance de la reine-mère. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là on va aller faire un petit tour de parc. Il s'appelle Bencha Siri. Alors le nom j'ai toujours pas vraiment compris. Il semblerait signifier le 5e cycle d'anniversaire. Bon, en tout cas ce parc a été construit dans les années 90, il a ouvert en 1992. 1992, c'était les 60 ans de la reine, qui à l'époque était reine, pas mère. Elle est devenue reine-mère depuis que son mari est mort et que son fils est devenu roi. Alors c'est ça, je crois qu'il y a des panneaux, je vais aller voir ça. Comme d'habitude, c'est l'improvisation. Les pigeons de Bangkok. Et évidemment, les panneaux que j'ai aperçus tout à l'heure, je ne les vois plus ou je les ai mis au mauvais endroit. Bon, écoutez, on verra plus tard. Donc, monarchie constitutionnelle depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il y a eu quand même une petite période où il n'y avait plus trop de monarchie en fait, entre 32 et l'après-guerre. Voilà. Après la guerre, le roi Rama IX, qui a été un des règnes les plus longs du monde avec Louis XIV d'ailleurs. Je crois que ça dépend si vous comptez depuis qu'ils sont majeurs ou pas majeurs, vous voyez, mais je crois que Louis XIV gagne encore, mais en ayant eu un règne qui a commencé à 5 ans, quoi. Je crois que si on compte les années de règne en étant majeur, le roi Rama IX le bat. Voilà, premier petit comme ça, parallèle, vous voyez. Donc, une monarchie constitutionnelle avec un roi qui, encore jusqu'à Rama IX, parce que son fils Ramadi, c'est quand même un peu plus... Alors, on peut pas dire contesté, parce qu'on n'a pas le droit. Le crime de lèse-majesté existe encore en Thaïlande. Et voilà, la monarchie, c'est quelque chose d'encore important en Thaïlande, même si aussi les jeunes, en tout cas, voilà. Moi, j'ai une belle fille qui est jeune adulte, qui a été ado, qui a quelques années fait des manifestations, qui avait des petits airs de mai 68 ici, enfin en tout cas la jeunesse, c'était assez lycéens qui manifestaient contre la monarchie en fait, pour une vraie démocratie, contre le crime de lèse-majesté, ce genre de choses. Mais bon, c'était un peu dangereux limite d'aller dans ces manifs. Nous on n'était pas pour en tant que parents, c'était pas... Bref, là je dérive un tout petit peu. Monarchie, donc en fait ce qui est intéressant, c'est si vous vous intéressez à la Thaïlande, intéressez-vous au roi de Thaïlande, c'est ce que je voulais dire. Je vous mettrai quelques liens en dessous. Ouais, c'est pas mal Wikipédia, mais en fait, moi, ce que je fais vraiment, je commence sur Wikipédia, et puis après, je clique sur un ou deux trucs, puis je me balade, et puis je cherche un roi en particulier. Alors, ils ont des grands rois ici, enfin des grands rois, et c'est ça aussi que je voulais amener à l'épisode. C'est que, donc, les rois font partie de l'histoire d'un pays, même si en France, alors, je fais des allers-retours permanents, mais c'est un peu l'idée de cette... Même si en France, justement, un peu les rois, je trouve, voilà, moi, je me sens pas très à l'aise avec une identité française qui renie complètement, déjà qui a coupé la tête du brave Louis XVI, qui n'a rien demandé à personne, qui a payé pour... on va pas faire un débat, mais
Je suis vraiment pas un grand fan de notre révolution à titre personnel, quand on l'étudie un peu sérieusement. Donc je suis pas du tout fan d'un pays qui fait qui vraiment érige la révolution française et la devise nationale. Alors là, mais je suis minoritaire, là, j'ai vu récemment apparemment que je crois que 70% des Français trouvent que la Marseillaise est importante. Moi je peux pas la changer, je ne peux pas la chanter, ça m'a toujours arraché la gorge cette chanson, je trouve ça horrible. Alors c'est là peut-être que je suis peut-être plus français, Charles. Mais moi, si pour être français, faut dire ah oui, chanter la Marseillaise de bon cœur, ah bah non, moi ça passe pas quoi. Je suis désolé, parce que je sais de ce que c'est, ce que ça veut dire, et même notre devise nationale, les enfants. Liberté, oui. Égalité, non. Je ne suis pas quelqu'un d'égalitariste. Donc solidarité, je préférerais, oui, solidarité. Liberté, solidarité. Et fraternité, bah pareil, moi je trouve que c'est un peu placé trop. La France, c'est pas ma mère. Les Français sont pas mes frères. On est compatriotes, je préférerais le mot complicité. Moi, ma devise idéale, ce serait plutôt liberté, solidarité, complicité. Et derrière la complicité, il y a la notion de langage, mais ça, je ne vais pas changer. On en parlera plus tard de la notion de langage. Mais donc, revenir à la Thaïlande, où pour le coup, la monarchie et quelques grandes figures, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont des rois dans l'histoire, ils ont plein de rois, et ils en ont certains qui s'appellent The Great. À une époque, je les connaissais tous par cœur, plus maintenant, donc ne me demandez pas. Mais parmi eux, par exemple, le roi Narai, contemporain de Louis XIV, grand roi qui, alors lui, il n'est pas venu en France physiquement, comme Louis XIV n'est pas allé en Thaïlande physiquement, mais ils se sont échangés des ambassades. Il y a eu des ambassadeurs français en Thaïlande, des ambassadeurs thaïlandais, toute une ambassade avec tout un bordel à la cour de Louis XIV. Ça devait quand même valoir le déplacement à l'époque. Franchement, l'ambassade thaïlandaise, à l'époque, ça s'appelait le royaume du Siam. D'ailleurs, jusqu'en 1932, jusqu'à la fin de la monarchie absolue, ça s'appelait le royaume du Siam. L'ambassade du royaume du Siam à la cour du roi Soleil à Versailles, ça devait quand même valoir son petit pesant de cacahuètes. Ouais, donc là, on fait le tour de ce parc. Oh, il n'y a rien d'extraordinaire. D'ailleurs, voilà, l'eau aussi est toujours un peu grisâtre. Ouais, mais c'est un vrai parc urbain, voilà. Et alors, c'est vrai aussi qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Ça rend beaucoup mieux quand le ciel est bleu, mais voilà. Hein, c'est Radio Thaïlande, c'est sans filtre aussi. Et donc c'est pas un temps de saison, vous voyez. Là, je préfère plus beau. Enfin d'ailleurs ça fait des semaines qu'on n'avait pas vu un ciel aussi ronchon. Donc les ambassades, les Great, voilà. Donc la Thaïlande, ils ont des Great. Alors il y a notamment Ramkhamhaeng qui est connu pour, alors c'est un peu leur Charlemagne ou bon, Charlemagne, on a cette idée qu'il a inventé l'école. Peut-être leur François Ier, parce que François Ier, je renvoie, alors là je suis de mémoire, je fais peut-être une heure, mais l'édit de Villars-Cotterêts ou un truc comme ça, qui vraiment a stabilisé la langue française, qui a vraiment fait de la langue française, je crois que c'est vers les 1500 et quelques, peut-être 1545, fact-checking nécessaire, mais je crois que c'est par là que le français est vraiment devenu officiellement la langue sur tout le territoire. Bon, la Thaïlande apparemment ils étaient un peu plus en avance là-dessus, c'est vers 1280 je crois, Ramkhamhaeng, alors pareil tout ça, mais ce serait lui qui a un peu vraiment fait que la langue thaï telle qu'elle est, écrite telle qu'elle est, devienne vraiment la langue du territoire de l'époque. Alors pareil, là si vous allez dans le détail vous verrez que c'est comme en France, hein. Ça a mis du temps à ce que la Thaïlande soit ce qu'elle soit aujourd'hui. Avant c'était un peu des royaumes plus ou moins vassaux, plus ou moins alliés. Il y avait le royaume de Lana, le royaume de Sukhothai, le royaume d'Ayutthaya, et c'est présent Ayutthaya un peu à l'image du domaine royal français qui à l'époque, vous savez, n'était guère que l'île de France, hein, à l'époque de Hugues Capet. Bref, progressivement, voilà. En fait c'est ça, je peux pas vous faire le parallélisme. Le parallélisme, il se fait quand on a pas mal lu. Mais si vous lisez pas mal sur l'histoire de la Thaïlande et que vous regardez des cartes et tout, pareil en France, vous comprendrez. Il y a quand même, voilà, bon, et je dirais pas que c'est partout dans tous les pays, parce que par exemple l'Allemagne, rien à voir. L'Allemagne, là hier je réécoutais un épisode sur des rois de France sur Louis XV. En fait à l'époque de Louis XV, donc on est 1700 et des brouettes, 18e siècle, genre l'Allemagne, enfin c'est n'importe quoi. Il y a un truc qui s'appelle la Prusse qui est vraiment limite, du coup c'est la Pologne, le reste c'est l'Empire romain germanique et l'Empire d'Autriche. C'est-à-dire que l'Allemagne ça a toujours énormément bougé. Quand vous regardez les cartes, déjà c'est devenu l'Allemagne telle qu'on est très tardivement. Et avant ça, ça a été tout un tas de trucs, si vous voulez. Du Saint-Empire romain germanique à parfois voilà, l'Autriche. Après, oui, l'Empire austro-hongrois. Là, je dis peut-être une connerie, mais c'est
c'est pas comme la France, voilà, bref. C'est compliqué d'expliquer tout ça. Tout ça pour dire qu'il y a quand même pas mal de parallélisme, moi je trouve, entre l'histoire des deux pays, la Thaïlande et la France. Ils ont leur grand roi, voilà, et je vais essayer de conclure la ligne avec des grands rois. Donc il y avait Narai, voilà, enfin il y avait Ramkha Menglayang, il y a eu le roi Narai Louis XVI. Il y a eu aussi Naresuan, ça je sais plus trop quand, c'est Naresuan, je sais plus tout vous dire quand c'est, mais c'était un peu lui, il a pas mal fighté les Birmans, quoi. C'était un grand guerrier sur les éléphants et tout. Et puis après, voilà, les grands, c'était Rama 4, Rama 5, ça c'était 19e siècle, modernisation de la Thaïlande, résistance aux colonisateurs, mais là je ne dérive pas sur la colonisation, qui ont vraiment, c'est les rois qui ont permis au 19e siècle à la Thaïlande de rentrer dans le monde moderne en pays indépendant. Ayant gardé justement ce que eux ont compris, et là je suis quand même sur l'identité nationale, Rama 4, 5, c'est ceux, et particulièrement 5, qui s'habillaient en costume, qui mettaient des chapeaux, a compris qu'il fallait imiter un peu l'ennemi, adopter ses codes pour ne pas se faire manger, vous voyez. Et ça c'est un truc que ma femme me racontait souvent, que sa grand-mère lui racontait, qu'à l'époque de Rama 5, on disait mettez des chapeaux pour être un peu civilisé, quoi, vous voyez. Il y avait la mode des chapeaux et tout, mais c'est ce qui fait comme ça, bon ça c'est une anecdote, mais tout un tas de choses ont fait que voilà, ces deux rois ont vraiment été des grands rois. C'est vrai quand on lit un peu l'histoire. Rama 4 était un passionné d'astronomie, j'ai déjà visité un palais à lui, peu importe. Mais genre de truc que peu de gens visitent, voilà. Vraiment, faut faire une route, se dire ah mais putain ce truc là-haut c'est quoi, et puis il faut y aller, et voilà, et c'est aménagé, mais c'est pas un truc touristique très visité. Mais c'était là où il regardait les étoiles, Rama 4. Rama 5, voilà, ça c'était les grands, et donc déjà les Ramas c'est déjà la dynastie actuelle, je parlais de dynastie royale, donc pareil, faites vos recherches. C'est comme les dynasties, on a eu nous les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, et en gros c'est tout, j'ai dû en oublier, mais Mérovingiens, Carolingiens, si Capétiens, parce qu'après il y a eu des branches, mais globalement les Capétiens ça va jusqu'au bout. Et eux ils ont leur dynastie, là je connais pas les noms, mais c'est un peu pareil, des familles, puis un jour il y a un peu des trous, soit il y a un peu des coups d'état, soit il n'y a plus de descendance, alors on va chercher un cousin très loin, mais ils ont ça comme ça, et les Ramas, ceux qui s'appelaient Rama de 1 à 10 actuellement, c'est la dynastie actuelle qui a commencé quelque part au fin 18e je crois, Rama 1. Et eux ils ont pas mal de great, je crois que le 4 est great, que le 5 est great et que le 9 est great. Au sens, ils sont reconnus comme des grands rois. 12 putain. Pardon pour le gros mot. Essayer de faire moins de 10, puis c'est compliqué quand on aime ce qu'on raconte. Et je veux conclure, mais c'est bon, j'ai pas perdu tout mon fil. L'idée sur laquelle je voulais conclure, c'est que l'histoire est une construction, déjà. Parce que moi, je me suis intéressé d'une part à l'histoire, mais plus récemment à l'histoire de l'histoire. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des personnages qu'on nous vend d'une certaine manière aujourd'hui, qui avaient une image tout autre, peut-être au 19e siècle ou au 16e siècle, et qu'au fur et à mesure des époques et de la façon dont les historiens s'emparent des sujets, dont les politiques s'emparent des sujets, on nous vend des histoires. Donc eux, voilà, la Thaïlande, on leur vend un peu les 7 grands rois, voilà, on leur vend un certain nombre de choses, et pour le coup, je suis quand même un peu moins calé sur ce qu'on leur vend, ou ce qu'on leur vend pas, d'ailleurs, je reconnais. D'ailleurs, j'ai peut-être en tête l'idée d'un épisode avec ma belle-fille à son université, d'interroger un peu comment tu sais quoi se sentir Thaï, est-ce que tu te sens Thaï, et je pense qu'en tout cas, quand elle était ado, elle disait la Thaïlande est le pire pays du monde, et je veux tout jeter, mais bon, une personne n'est pas représentative d'un pays. Et donc, on nous vend une histoire. C'est une construction souvent faite par les politiques centralisateurs pour asseoir leur pouvoir. Et ça, tu vois, Charles, moi c'est un truc, c'est pour ça que moi j'achète pas toutes ces conneries là, je vais pas aller mourir, si c'était les vraies valeurs pour lesquelles je croyais, mais je vais pas aller mourir pour une France dont on sait plus ce qu'elle est, hein, et certainement pas pour une construction qui a été faite avant tout pour le pouvoir d'une petite élite, que ce soit les rois avant, les politiques ou les bourgeois ou l'oligarchie ou ce qu'on veut après. Hein. Et sur cette histoire qui nous est vendue, et donc je vais peut-être finir sur la France quand même plus que sur la Thaïlande, c'est que voilà, nous on nous vend, et je mettrai quelques liens aussi. Si on vous demande, déjà je pense qu'il y a peu de gens qui ont une forte culture historique. Alors déjà ça, je caricature, mais j'en étais presque à me dire que moi, un Français de souche qui connaît rien à l'histoire de France, il mérite pas plus d'être français pour moi qu'un Français pas de souche, mais qui serait très calé en histoire, qui serait intéressé à l'histoire, à la littérature, qui parlerait une langue française châtiée. Vous voyez, pour moi, la France,
l'histoire de France a constitué la France et la connaissance de cette histoire, mais je dirais la connaissance non approximative et la connaissance un peu recherchée par soi-même. Et bah pour moi ça c'est une preuve de francitude. Moi par exemple je m'estime bien français parce que je pense que j'ai fait le taf quand il s'agit de se poser un peu la question de qu'est-ce que c'est la France, hein. Et ma France, ce n'est pas que Clovis, Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, Jeanne d'Arc, mais ces grandes figures qu'on nous matraque à la gueule. Voilà, c'est aussi d'ailleurs c'est beaucoup Charles VII qu'on oublie beaucoup trop souvent, quand même celui qui a un peu fini de gagner la guerre 200 ans contre les Anglais. Et puis bon, après moi j'ai quelques figures amusantes, mais bon j'en connais plein des rois que vous connaissez pas trop, alors si je vous les cite tous, ouais, je vous les cite tous tapés, j'ai lu sur tout le monde, vraiment j'ai beaucoup lu sur tous les rois et justement méconnus, mais j'ai un petit coup de cœur pour Louis XII. Qui connaît Louis XII, prédécesseur de François Ier, qui a quand même régné 17 ans, à la charnière du Moyen-Âge et de la Renaissance, si tant est que la Renaissance est associée historiquement, certains historiens très émérites vous diraient que non, qu'il y a le Moyen-Âge et le monde moderne, voilà. Bon, Louis XII, bah voilà, je sais pas, amusez-vous à lire 2-3 trucs sur Louis XII, vous verrez que c'est un roi dont on ne nous parle pas du tout, parce qu'il a peut-être pas été si monarque absolu, qu'il a peut-être pas fait tant de grandes conquêtes, n'empêche qu'a priori, il a tenu sa baraque en étant plutôt à l'écoute des corps intermédiaires et en étant un élément actif de l'introduction, enfin d'échanges actifs avec l'Italie à l'époque de la Renaissance, malgré tout. Et puis je terminerai sur la France, sur Napoléon III. Il y a encore peu de temps et j'aurais su vous dire bien peu de choses sur Napoléon III. Et bien regardez le document là-dessous, le secret d'histoire là-dessous. Parce que Napoléon III, c'est l'exemple parfait d'un personnage historique qui n'a pas du tout l'image, la connaissance qu'il mériterait, parce que une histoire idéologiquement voulue par la Troisième République, qui voulait certainement pas qu'on garde une bonne image du dernier monarque, fut-il empereur, a tout fait pour qu'on ne retienne qu'une seule chose, c'est sa fin un peu ratée. Le pauvre, il a perdu la guerre face aux Prussiens, sauf qu'en grand homme, en homme courageux au moins, il a même cherché à mourir sur le champ de bataille. Vous verriez Macron sur le champ de bataille, là, ou en Ukraine dans une tranchée. Lui, il était sur un cheval, machin, au milieu des canons. Il voulait se faire tuer parce qu'il avait compris qu'il avait perdu la guerre et qu'il en sortirait déshonoré. Bon, Napoléon III. Et donc la Troisième République a tout fait pour qu'on oublie ce gars, que certainement on oublie tout ce qui avait pu être bien. Et donc je vous spoil pas le reportage, mais vous découvrirez qu'il y a quand même pas mal de trucs bien sous Napoléon III. Et ça, c'est l'exemple de l'histoire fabriquée, voilà, dont il faut se méfier. Voilà. Bon, après, qu'on soit français, qu'on soit thaïlandais. Donc désolé si tout ça est un peu décousu, mais là, il faut que je retourne au bureau. Et effectivement, même en essayant de préparer un peu, en ayant les thèmes, j'ai pas non plus le temps de rentrer dans les... Et puis bon voilà, moi je me tape des conférences d'historiens en ce moment. Le truc dure 1h30 pour un sujet qui fait le 10e de ce que j'essayais d'aborder là. Donc on termine par, voilà, je finis mon tour de parc. Voilà, tiens, je crois qu'il y a déjà des enfants qui sont sortis de l'école. Oui, alors ici ils sont en uniforme à l'école. Apparemment ça commence à peut-être se retester par chez nous. Ici ça a toujours été le cas. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.